La pluie tambourinait sur les vitres d'une maison ordinaire, dans une petite ville du Michigan, en cet automne 1998. À l'intérieur, un silence oppressant régnait, brisé seulement par le craquement du plancher, sous les pas d'un jeune homme. Dans ses mains, un couteau de cuisine, encore luisant de gouttes d'eau du robinet. Devant lui, sur le sol du salon, sa mère gisait immobile, les yeux grands ouverts, comme si elle cherchait encore à comprendre pourquoi son propre fils, celui qu'elle avait élevé avec amour, venait de lui ôter la vie. Ce n'était pas un accès de rage, ce n'était pas un accident. Ce qui s'était passé dans cette maison banale, au cœur d'une banlieue endormie, était le point culminant d'un secret si sombre, si tordu, qu'il allait hanter tous ceux qui en entendraient parler. Bienvenue dans cette histoire, où la vérité est plus glaçante que n'importe quelle fiction. Ce soir, vous allez plonger dans un récit qui vous fera remettre en question ce que vous croyez savoir sur la famille, la loyauté et les abîmes insondables de l'esprit humain. Ce jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, n'était pas un monstre apparent. Aux yeux de tous, il était un fils aimant, un voisin discret, un étudiant sans histoire. Mais derrière ce masque se cachait une vérité si dérangeante qu'elle pourrait vous faire frissonner à l'idée que de tels secrets peuvent exister juste à côté de vous, dans la maison d'à côté, ou peut-être même plus près. Qu'est-ce qui peut pousser un fils à tuer sa propre mère? Était-ce la haine, la peur? Ou quelque chose de bien plus sinistre, un secret enfoui dans les murs de cette maison, un puzzle dont les pièces ne s'assemblent qu'en descendant dans les profondeurs de l'âme humaine? Ce que vous allez découvrir dans cette histoire n'est pas seulement un crime, mais une exploration des frontières floues entre l'amour et la trahison, entre la raison et la folie. Chaque détail que nous révélerons vous rapprochera d'une vérité qui pourrait vous faire douter de tout, de la justice, de la morale, et même de votre propre sécurité dans un monde où n'importe qui peut cacher un monstre intérieur. Cette affaire, peu connue, a choqué ceux qui ont osé s'y plonger. Elle soulève des questions troublantes. Comment quelqu'un d'aussi ordinaire peut-il commettre un acte aussi inconcevable? Quels signes avons-nous manqué? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'une personne qui franchit cette ligne, celle que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer approcher? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre, c'est une plongée dans la fragilité de l'esprit humain, où les liens les plus sacrés peuvent se briser sous le poids d'un secret insupportable. Avant de continuer, je vous invite à vous connecter à cette quête pour la vérité. Si cette histoire vous intrigue, si elle vous donne des frissons ou éveille votre curiosité, mettez un j'aime pour que d'autres puissent découvrir ce mystère troublant. Et dans les commentaires, laissez cette phrase « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée ». En faisant cela, vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme vous, osent regarder dans l'abîme pour comprendre ce que personne d'autre n'ose raconter. Merci d'être ici, d'avoir choisi de plonger dans cette histoire avec nous. Vous faites partie de ceux qui cherchent à percer les secrets que le monde préfère garder enfouis. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans la petite ville de Coldwater, Michigan, en cet automne 1998, la maison des Thompson semblait être le symbole même de la normalité. Une façade en briques rouges, un jardin bien entretenu avec des rosiers taillés, et une boîte aux lettres portant l'inscription « Famille Thompson » en lettres blanches soigneusement peintes. Les voisins passaient devant sans jamais y prêter attention, saluant parfois Suzanne Thompson, une femme souriante d'une quarantaine d'années, qui distribuait des cookies faits maison lors des fêtes de quartier. Son fils Ethan, 19 ans, était tout aussi discret. Un garçon aux lunettes rondes, toujours plongé dans un livre ou en train de tondre la pelouse pour aider sa mère. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cette maison deviendrait le théâtre d'un drame qui hanterait Coldwater pendant des décennies. Pourtant, derrière les rideaux tirés, quelque chose clochait. Les voisins, interrogés plus tard, se rappelleraient de détails étranges, presque insignifiants à l'époque. Parfois, tard le soir, des éclats de voix percèrent le silence, trop brefs pour alarmer quiconque. D'autres fois, Ethan était vu dans le jardin, immobile, fixant le vide comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité. Suzanne, elle, semblait de plus en plus fatiguée. Ses sourires, autrefois si chaleureux, s'étaient teintés d'une ombre, comme si elle portait un poids invisible. Mais dans une petite ville où tout le monde se connaît, personne n'ose poser de questions. On se dit que chaque famille a ses petites tensions, ses moments difficiles. On se dit que ça passera. Ce soir-là, le 12 octobre 1998, la pluie tombait sans relâche,
transformant les rues en miroirs scintillants sous les réverbères. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Suzanne était dans la cuisine, préparant le dîner comme elle le faisait tous les soirs. Ethan, assis sur le canapé du salon, feuilletait un carnet à spirale, ses doigts crispés sur les pages. Ce carnet, que personne n'avait jamais vu de près, semblait être une obsession pour lui. Les voisins, par la suite, se souviendraient d'une chose étrange. La lumière de la cuisine s'était éteinte brusquement, bien avant l'heure où Suzanne avait l'habitude d'aller se coucher, mais personne n'y avait prêté attention. Pas encore. Ce que personne ne savait, c'était que ce carnet contenait bien plus que des gribouillages ou des notes d'étudiants. C'était un journal, un dédale de pensées torturées, de phrases incohérentes et de dessins inquiétants. Des pages entières étaient remplies de mots répétitifs comme « elle sait » ou « ça doit s'arrêter », écrits avec une telle force que le stylo avait parfois transpercé le papier. Ethan n'était pas juste un adolescent en proie à des émotions confuses. Quelque chose de plus profond, de plus sombre, avait pris racine en lui, une graine plantée des années auparavant, dans des circonstances que personne, pas même Suzanne, n'avait pleinement comprises. Des années plus tôt, quand Ethan n'avait que 12 ans, il avait commencé à poser des questions sur son père, un homme dont Suzanne parlait rarement. Elle éludait toujours, disant qu'il était parti quand Ethan était bébé, qu'il n'avait jamais fait partie de leur vie. Mais Ethan, avec cette curiosité insatiable des enfants, avait fouillé dans de vieilles boîtes rangées au grenier. Il y avait trouvé une lettre, froissée, à moitié déchirée, adressée à Suzanne. L'écriture était nerveuse, presque illisible, mais certaines phrases restaient gravées dans sa mémoire. « Tu ne peux pas me cacher pour toujours. Il finira par savoir. » Cette lettre, Ethan l'avait gardée, cachée sous son matelas comme un secret qu'il n'était pas prêt à affronter. Mais ce secret grandissait en lui, comme une tache d'encre qui s'étend sur une feuille blanche. Suzanne, de son côté, semblait vivre dans une peur silencieuse. Elle vérifiait les serrures des portes plusieurs fois par nuit, jetait des regards nerveux par la fenêtre, comme si elle craignait qu'une ombre du passé ne ressurgisse. Elle n'en parlait jamais à Ethan, mais il le sentait. Il voyait la manière dont ses mains tremblaient quand elle recevait un appel inconnu, ou comment elle sursautait au moindre bruit dans la maison. Pour Ethan, ces signes n'étaient pas anodins. Ils alimentaient une obsession grandissante, une conviction que sa mère lui cachait quelque chose de si terrible qu'il ne pouvait l'ignorer. Ce soir d'octobre, dans la cuisine, Suzanne avait tenté de parler à Ethan. Elle avait remarqué son comportement étrange, ses silences prolongés, ses regards fuyants. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» avait-elle demandé, sa voix douce mais teintée d'inquiétude. Mais Ethan n'avait pas répondu. Il s'était levé, lentement, et avait marché vers l'évier, où il avait pris le couteau. Ce n'était pas un geste impulsif. C'était calculé, comme s'il suivait un plan qu'il avait répété dans sa tête des centaines de fois. Suzanne, sentant la tension, avait reculé d'un pas. « Ethan, parle-moi » avait-elle murmuré, mais sa voix s'était brisée. Elle n'avait pas vu le couteau, pas encore. Elle n'avait pas vu l'expression dans les yeux de son fils, un mélange de douleur, de rage et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéchiffrable. Ce qui s'était passé ensuite était si rapide, si brutal, que même les enquêteurs, plus tard, peineraient à reconstituer la scène. Ethan n'avait pas crié. Il n'avait pas hésité. Le couteau avait trouvé sa cible, et Suzanne s'était effondrée, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres avant que le silence ne reprenne ses droits. Ethan était resté là, debout, regardant le corps de sa mère, le couteau toujours dans sa main. Il ne pleurait pas, il ne tremblait pas. Il semblait attendre quelque chose, comme si cet acte, aussi horrible soit-il, n'était que le début d'une vérité qu'il cherchait à faire éclater. Mais quelle était cette vérité? Pourquoi un fils, apparemment aimant, en était-il venu à commettre un acte aussi impensable? Était-ce la lettre, ce fragment du passé qui l'avait poussé à bout? Ou y avait-il autre chose, un secret encore plus enfoui tapi dans l'histoire de cette famille? Les voisins, alertés par l'absence de lumière et un pressentiment inexplicable, finiraient par appeler la police le lendemain matin. Ce qu'ils trouveraient dans la maison des Thompson les laisserait sans voix. Mais pour l'instant, dans cette nuit pluvieuse, le crime était encore un secret, enfermé entre les murs de cette maison trop ordinaire. Le lendemain matin, le 13 octobre 1998, la petite ville de Coldwater se réveillait sous un ciel gris, encore alourdi par la pluie de la veille. La maison des Thompson, d'ordinaire si discrète, attirait l'attention pour la première fois.
Une voisine, Madame Carter, une retraitée curieuse qui promenait son chien tous les matins, avait remarqué que les rideaux du salon étaient toujours tirés. La voiture de Suzanne était dans l'allée, mais aucun signe de vie ne filtrait de la maison. Ce n'était pas inhabituel pour un dimanche, mais quelque chose dans l'air, une lourdeur inexplicable, l'avait poussée à s'approcher. Elle avait frappé à la porte, doucement d'abord, puis plus fort. Pas de réponse. Un frisson l'avait parcouru, et elle avait appelé la police, sans vraiment savoir pourquoi. Quand les officiers étaient arrivés, ils avaient trouvé la porte d'entrée légèrement entr'ouverte, un détail qui, plus tard, soulèverait bien des questions. À l'intérieur, l'odeur métallique du sang les avait accueillis avant même qu'ils ne posent les yeux sur la scène. Suzanne Thompson gisait sur le sol du salon, près de la table basse où trônaient encore des tasses de thé à moitié pleines. Le couteau posé sur le comptoir de la cuisine semblait presque trop propre, comme si quelqu'un l'avait rincé avec soin. Mais ce qui avait frappé les officiers, plus encore que le corps, c'était l'absence d'Ethan. Le jeune homme, celui que tout le monde décrivait comme un bon garçon, n'était nulle part. Sa chambre était vide, son sac à dos habituel manquait, et son carnet, celui qu'il portait toujours avec lui, avait disparu. La découverte du corps de Suzanne avait secoué Coldwater. Dans une ville où les crimes violents étaient rares, un tel acte semblait irréel, comme une histoire arrachée à un roman noir. Mais ce n'était que le début. Les enquêteurs, en fouillant la maison, avaient commencé à assembler les pièces d'un puzzle bien plus complexe qu'un simple meurtre. Sur la table de la cuisine, ils avaient trouvé une pile de lettres, soigneusement rangées dans une boîte en métal rouillé. La plupart étaient des factures ou des cartes de vœux banales, mais une lettre, différente des autres, avait attiré leur attention. Elle était datée de 1980, écrite à l'encre noire sur un papier jauni et adressée à Suzanne. L'écriture était chaotique, presque fiévreuse, et les mots semblaient apporter une colère contenue. « Tu ne peux pas continuer à me mentir. Il a le droit de savoir qui je suis. » Cette lettre, les enquêteurs le comprendraient plus tard, était la clé d'un passé que Suzanne avait tenté d'enterrer. Mais pour l'instant, il n'avait aucune question en tête. Où était Ethan? Les voisins, interrogés un à un, décrivaient un garçon poli, peut-être un peu renfermé mais jamais violent. Certains mentionnaient ses silences prolongés, son habitude de rester seul dans le jardin, ou la façon dont il évitait les questions sur son père. D'autres se souvenaient de Suzanne, de son sourire qui s'effaçait peu à peu, de ses regards nerveux lorsqu'elle croisait des inconnus en ville. Ces détails, insignifiants à l'époque, prenaient soudain une teinte sinistre. Pendant ce temps, Ethan s'était volatilisé. Les premières heures de l'enquête avaient révélé qu'il n'avait contacté aucun ami, aucun membre de la famille. Son vélo, qu'il utilisait pour aller à l'université communautaire où il étudiait, était toujours attaché à un poteau dans le garage. Sa disparition n'avait aucun sens, sauf si l'on considérait l'hypothèse la plus troublante. Ethan était parti parce qu'il savait exactement ce qu'il avait fait, et pourquoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait pousser un jeune homme, apparemment sans histoire, à commettre un acte aussi extrême et à disparaître sans laisser de traces? Les enquêteurs avaient commencé à fouiller dans la vie de Suzanne pour comprendre ce qui avait pu déclencher une telle tragédie. Suzanne Thompson, 42 ans, était infirmière à l'hôpital local, respectée par ses collègues pour son dévouement. Elle vivait seule avec Ethan depuis toujours et personne ne se souvenait d'un mari ou d'un compagnon dans sa vie. Les rares fois où elle parlait de son passé, elle mentionnait une enfance difficile dans une autre ville, mais sans jamais entrer dans les détails. Ses collègues décrivaient une femme travailleuse, mais réservée, toujours sur ses gardes, comme si elle craignait que quelqu'un ne découvre quelque chose sur elle. En creusant davantage, les enquêteurs avaient appris que Suzanne avait déménagé à Coldwater en 1979, enceinte d'Ethan. Elle était arrivée seule, sans famille, sans amis, et avait construit sa vie de toutes pièces. Elle avait acheté la maison avec un petit héritage, trouvé un emploi stable, et élevé Ethan avec une discipline stricte mais aimante. Pourtant, il y avait des lacunes dans son histoire. Personne ne savait d'où elle venait exactement, ni pourquoi elle avait choisi Coldwater, une ville sans lien apparent avec son passé. Les enquêteurs avaient retrouvé un vieux dossier médical mentionnant une hospitalisation de Suzanne en 1978, dans une clinique à Detroit, pour stress extrême et crise d'angoisse. Le dossier ne donnait pas plus de détails, mais il mentionnait un homme, un certain Robert, dont le nom revenait dans des notes griffonnées par un psychiatre. Ce nom, Robert, était-il la clé? Était-il le père d'Ethan, celui dont Suzanne refusait de parler? Et si oui,
Pourquoi son ombre semblait-elle planer sur cette maison, des années après qu'il avait disparu de leur vie? Les enquêteurs avaient tenté de retracer cet homme, mais le nom Robert était trop commun. Et sans plus d'informations, ils se heurtaient à un mur. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Ethan, lui, en savait plus. Beaucoup plus. Ce carnet qu'il emportait partout, ce journal qu'il noircissait de pensées tourmentées, contenait des fragments de vérité que même Suzanne n'avait jamais osé affronter. Dans les jours qui avaient suivi le meurtre, la police avait lancé un avis de recherche pour Ethan. Sa photo, celle d'un jeune homme au regard sérieux derrière ses lunettes, avait été placardée dans toute la ville. Les habitants de Coldwater, choqués, se réunissaient dans les cafés et les églises, murmurant des théories. Certains pensaient qu'Ethan avait agi sous l'emprise d'une drogue, d'autres qu'il avait été manipulé par quelqu'un d'autre. Mais une rumeur, plus persistante, commençait à circuler. Et si Ethan n'était pas le seul responsable? Et si ce qu'il avait découvert dans le passé de sa mère l'avait poussé à commettre l'impensable? Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Ethan marchait seul sur une route de campagne, son sac à dos sur l'épaule, son carnet serré contre lui. Il ne regardait pas en arrière. Chaque pas semblait le rapprocher d'une réponse, d'une vérité qu'il avait cherchée pendant des années. Mais cette vérité, quelle qu'elle soit, était-elle une justification ou une malédiction? Et pourquoi, après avoir commis un acte aussi irréversible, semblait-il si calme, si déterminé? La pluie avait cessé, mais l'air restait humide et froid dans les environs de Coldwater, Michigan, alors que l'enquête sur le meurtre de Susan Thompson prenait une tournure inattendue. Les enquêteurs, après avoir fouillé la maison des Thompson, s'étaient concentrés sur un détail troublant. L'absence d'effraction. La porte entr'ouverte, le couteau soigneusement rincé, et l'état étrangement ordonné de la maison suggéraient que ce crime n'était pas l'œuvre d'un intrus. Tout pointait vers Ethan, mais son mobile restait un mystère. Pourquoi un jeune homme, décrit par tous comme calme et studieux, aurait-il commis un acte aussi brutal contre sa propre mère? Les réponses, les enquêteurs le sentaient, se trouvaient dans le passé de Suzanne, un passé qu'elle avait soigneusement dissimulé, même à ceux qui pensèrent la connaître. Dans les jours qui suivirent la découverte du corps, la police avait élargi ses recherches, interrogeant les collègues de Suzanne, ses rares amis, et même les anciens voisins qui se souvenaient de son arrivée à Coldwater en 1979. Chaque témoignage dressait le portrait d'une femme discrète, presque effacée, qui semblait porter un fardeau invisible. Une collègue infirmière, Margaret, se souvenait d'une conversation étrange, des années plus tôt, où Suzanne avait laissé échapper une phrase énigmatique. Parfois, on fuit une chose pour en trouver une autre. Encore pire. Quand Margaret avait tenté d'en savoir plus, Suzanne avait changé de sujet, son visage fermé comme une porte verrouillée. Ce commentaire, à l'époque anodin, résonnait maintenant comme un indice. Les enquêteurs avaient également retrouvé un vieux carnet d'adresses dans la chambre de Suzanne, caché dans une boîte sous son lit. À l'intérieur, des noms et des numéros, pour la plupart obsolètes, mais un nom revenait plusieurs fois, Robert Callahan. Ce nom, associé à la lettre trouvée dans la cuisine, avait déclenché une alarme dans l'esprit des enquêteurs. Qui était cet homme? Un ancien amant? Le père d'Ethan? Et pourquoi Suzanne avait-elle gardé cette lettre, datée de 1980, si elle semblait lui causer tant de tourments? Une recherche dans les bases de données de la police avait révélé que Robert Callahan était un homme au passé trouble, arrêté plusieurs fois dans les années 1970 pour des délits mineurs, vol, conduite en état d'ivresse et une accusation de violence conjugale qui n'avait jamais abouti. Mais après 1980, il semblait avoir disparu de la circulation. Aucun registre, aucune trace, comme s'il s'était évaporé. Pendant ce temps, Ethan continuait d'échapper aux autorités. Les avis de recherche s'étaient étendus aux comtés voisins, et une alerte avait été diffusée dans tout l'État. Mais Ethan, malgré son apparence d'étudiant ordinaire, semblait savoir comment disparaître. Les enquêteurs avaient retrouvé une vieille carte routière dans sa chambre, avec des cercles tracés autour de plusieurs villes éloignées, Détroit, Toledo, et même une petite ville dans l'Ohio nommée Millhaven. Était-ce là qu'il se dirigeait? Et si oui, pourquoi? Les cercles, dessinés à l'encre rouge, semblaient presque obsessionnels, comme si Ethan cherchait quelque chose, ou quelqu'un. À Coldwater, la communauté était en ébullition. Les habitants, habitués à une vie paisible, se méfiaient désormais les uns des autres. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'Ethan avait été manipulé par un étranger, d'autres qu'il souffrait d'une maladie mentale non diagnostiquée. Une théorie, plus sombre encore,
suggérait que Suzanne elle-même avait un secret si terrible qu'il avait poussé son fils à bout. Dans les cafés et les églises, on chuchotait sur ce que Suzanne aurait pu cacher. Était-elle vraiment la mère dévouée qu'elle semblait être? Ou y avait-il quelque chose dans son passé, une ombre qu'elle avait ramenée avec elle en s'installant à Coldwater? Les enquêteurs, en creusant dans les archives, avaient découvert un autre indice, un article de journal datant de 1978, publié dans un quotidien de Détroit. L'article mentionnait une jeune femme, Suzanne Miller, le nom de jeune fille de Suzanne Thompson, impliquée dans une affaire étrange. Elle avait été témoin dans une enquête sur la disparition d'un homme, un certain Robert Callahan, qui était alors son petit ami. Selon l'article, Callahan avait été vu pour la dernière fois après une dispute violente avec Suzanne, dans un motel à la périphérie de Détroit. Suzanne avait affirmé qu'il était parti sans explication, mais des voisins avaient été rapportés avoir entendu des cris et vu Suzanne quitter le motel en pleine nuit, seule. L'enquête n'avait jamais abouti, faute de preuves, et Callahan n'avait jamais été retrouvé. Suzanne, peu après, avait disparu de Détroit pour réapparaître à Coldwater sous un nouveau nom. Ce détail avait bouleversé les enquêteurs. Suzanne avait-elle fui quelque chose ou quelqu'un? Était-il possible que Robert Callahan ne soit pas aussi absent qu'elle l'avait prétendu? Et si Ethan, en fouillant dans le passé de sa mère, avait découvert quelque chose sur cet homme? Quelque chose qui l'avait poussé à agir? Le carnet d'Ethan, toujours introuvable, semblait être la pièce manquante. Les quelques personnes qui l'avaient vu de loin décrivaient des pages remplies de dessins étranges, des cercles concentriques, des visages sans traits, et des phrases répétitives comme « Elle savait tout » ou « Il est toujours là ». Ces mots, griffonnés avec une intensité presque maniaque, laissaient penser qu'Ethan était obsédé par une vérité qu'il croyait enfouie. À des kilomètres de Coldwater, Ethan continuait son périple. Il évitait les grandes routes, se déplaçant à pied ou en faisant du stop auprès de conducteurs qui ne posaient pas trop de questions. Dans son sac, le carnet était son seul compagnon, un recueil de pensées qui semblait le guider comme une boussole. Chaque page était un cri silencieux, une tentative de donner un sens à ce qu'il avait découvert. Une nuit, sous un pont où il s'était abrité de la pluie, il avait ouvert le carnet et relu une phrase qu'il avait écrite des mois plus tôt. « Elle m'a menti toute ma vie. Mais lui, il m'attend. » Qui était ce lui? Était-ce Robert Callahan? Ou une figure plus abstraite, un fantôme né de l'imagination torturée d'Ethan? Pendant ce temps, à Coldwater, un nouvel indice avait émergé. Une vieille photo, trouvée dans une boîte au grenier des Thompson, montrait Suzanne, jeune, souriante, aux côtés d'un homme aux cheveux sombres et au regard perçant. Au dos de la photo, une inscription à l'encre. Suzanne et R. Été 1977. Les enquêteurs avaient immédiatement fait analyser la photo, espérant identifier l'homme. Mais ce qui les troublait le plus, c'était la ressemblance frappante entre cet homme et Ethan. Les mêmes yeux, la même mâchoire. Était-ce une coïncidence, ou la preuve que Robert Callahan était bien le père d'Ethan? Et si c'était le cas, pourquoi Suzanne avait-elle tout fait pour effacer cet homme de sa vie? Chaque nouvelle découverte semblait plonger l'enquête dans un brouillard plus épais. Suzanne, Ethan, Robert. Leur vie était liée par un fil invisible. Un secret qui semblait remonter à des décennies. Mais ce secret, quel qu'il soit, avait coûté la vie à Suzanne. Et Ethan, où qu'il soit, semblait déterminé à le déterrer, quel qu'en soit le prix. Les jours passaient à Coldwater, et l'absence d'Ethan Thompson devenait une énigme aussi troublante que le meurtre de sa mère. Nous sommes maintenant le 18 octobre 1998, 5 jours après la découverte du corps de Suzanne. La petite ville, encore sous le choc, bruissait de spéculations. Les habitants scrutaient les routes, les forêts environnantes, espérant apercevoir le jeune homme aux lunettes rondes, dont la photo circulait partout. Mais Ethan semblait s'être dissous dans l'air automnal, comme s'il avait appris à devenir invisible. Les enquêteurs, eux, s'accrochaient à chaque indice, aussi mince soit-il, pour comprendre où il avait pu aller, et surtout, pourquoi il avait fui. Un nouvel élément avait émergé dans l'enquête, un détail qui allait faire basculer l'histoire dans une direction encore plus inquiétante. Un employé d'une station-service à une trentaine de kilomètres de Coldwater, près de l'autoroute menant à Toledo, avait signalé avoir vu un jeune homme correspondant à la description d'Ethan. Il était entré dans la boutique tard dans la nuit du 13 octobre, vêtu d'un sweat à capuche trempé par la pluie, un sac à dos sur l'épaule. L'employé, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Carl,
se souvenait de lui parce qu'il avait acheté une bouteille d'eau et un paquet de biscuits, payant avec des pièces froissées sorties de sa poche. Il avait l'air perdu mais pas paniqué, avait raconté Karl aux enquêteurs. Il n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir derrière lui. Ce qui avait marqué Karl, c'était le carnet que le jeune homme serrait contre lui, refusant de le poser même pour fouiller dans ses poches. Quand Karl lui avait demandé s'il allait bien, le jeune homme avait marmonné quelque chose d'incompréhensible, quelque chose à propos de « trouver la vérité ». Puis il était reparti dans la nuit, disparaissant à pied le long de la route. Les caméras de surveillance de la station-service, de mauvaise qualité, avaient capturé une image floue. Un garçon maigre, le visage à moitié caché par sa capuche, tenant un carnet à spirale comme s'il s'agissait d'un talisman. Cette image, bien que peu claire, confirmait qu'Ethan était en vie et qu'il se dirigeait quelque part avec une détermination qui déconcertait les enquêteurs. Pendant ce temps, à Coldwater, l'enquête sur le passé de Suzanne prenait une tournure inattendue. Les enquêteurs avaient contacté une ancienne collègue de Suzanne, une femme nommée Linda, qui avait travaillé avec elle dans une clinique à Détroit en 1978, juste avant son déménagement à Coldwater. Linda, désormais à la retraite, vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville. Lorsqu'on lui avait montré la photo de Suzanne et de l'homme nommé Robert, elle avait pâli. « C'est lui », avait-elle murmuré avant de raconter une histoire que personne n'avait anticipée. Selon Linda, Suzanne et Robert Callahan formaient un couple dans les années 1970, mais leur relation était marquée par une tension constante. Robert était charmant au premier abord, mais il avait un côté sombre, imprévisible. Il disparaissait parfois pendant des jours, revenant avec des histoires confuses sur des affaires qu'il devait régler. Suzanne, jeune et amoureuse, fermait les yeux sur ses absences, mais Linda se souvenait de disputes violentes, de cris entendus à travers les murs fins de l'appartement qu'ils partageaient. Une nuit, en 1978, Suzanne était arrivée à la clinique où elle travaillait, le visage marqué par des ecchymoses. Elle avait refusé d'en parler, mais Linda avait compris que Robert en était responsable. Peu après, Suzanne avait annoncé qu'elle quittait Detroit. Elle n'avait jamais mentionné être enceinte, mais Linda, en repensant à cette période, se demandait si Suzanne avait fui pour protéger l'enfant qu'elle portait. Cette révélation jetait une lumière nouvelle sur l'histoire. Suzanne avait-elle fui Robert pour protéger Ethan? Et si oui, pourquoi ce passé semblait-il avoir rattrapé son fils des années plus tard? Les enquêteurs avaient tenté de retracer Robert Callahan, mais ses traces s'arrêtaient net après 1980, l'année de la lettre trouvée dans la cuisine des Thompson. Était-il mort? En prison? Ou vivait-il sous une autre identité? Une hypothèse plus troublante encore émergeait. Et si Ethan, en découvrant la vérité sur son père, avait décidé de le retrouver? Était-ce la raison de sa fuite? De ces cercles tracés sur la carte routière trouvée dans sa chambre? Les enquêteurs avaient également analysé le carnet d'adresse de Suzanne, qui contenait un numéro de téléphone griffonné à côté du nom de Robert. En composant le numéro, ils étaient tombés sur une messagerie vocale désactivée, appartenant à une entreprise de transport à Toledo, fermée depuis des années. Mais un détail intrigant était apparu. L'entreprise, dans les années 1970, avait été liée à des activités douteuses, des rumeurs de trafic illégal et de connexion avec des milieux criminels à Detroit. Était-il possible que Robert ait été impliqué dans quelque chose de plus sombre qu'une simple vie de petit délinquant? Et si Suzanne, en fuyant, avait emporté avec elle un secret qui mettait sa vie en danger? Pendant ce temps, Ethan poursuivait son périple. Il avait atteint une petite ville près de Toledo, un endroit gris et industriel où les motels bon marché bordèrent l'autoroute. Dans une chambre miteuse, éclairée par une ampoule vacillante, il avait ouvert son carnet et ajouté une nouvelle page. Les mots qu'il écrivait étaient presque illisibles, un mélange de rage et de désespoir. « Elle m'a menti, mais je suis proche. Il est là, quelque part. Je le sens. » Ethan semblait convaincu que quelqu'un ou quelque chose l'attendait. Mais ce qu'il cherchait n'était pas clair, même pour lui. Était-ce son père? Une explication? Ou une forme de rédemption pour ce qu'il avait fait à sa mère? À Coldwater, un autre indice avait été découvert dans la maison des Thompson. Dans le grenier, derrière une pile de vieux cartons, les enquêteurs avaient trouvé une boîte scellée avec du ruban adhésif, portant l'inscription « Ne pas ouvrir ». À l'intérieur, des cassettes audio, étiquetées avec des dates allant de 1977 à 1979. Les cassettes, bien qu'anciennes, étaient en bon état, et lorsqu'ils les avaient écoutées,
Les enquêteurs avaient entendu la voix de Suzanne, jeune, tremblante, enregistrant ce qui semblait être un journal intime. Dans l'un des enregistrements, elle parlait de Robert. Il dit qu'il m'aime, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Il y a des choses qu'il ne me dit pas, des gens qu'il voit en secret. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. À moi, à nous. Un autre enregistrement, daté de 1978, était encore plus troublant. Je crois qu'il sait que je veux partir. Il m'a dit que si je le quittais, il me retrouverait, où que j'aille. Ces cassettes confirmaient que Suzanne vivait dans la peur de Robert. Mais elles soulevaient aussi une question. Pourquoi avait-elle gardé ces enregistrements? Était-ce une forme d'assurance, une preuve au cas où Robert reviendrait? Ou un moyen de se souvenir de ce qu'elle avait fui? Pour les enquêteurs, une chose était claire. Ethan avait trouvé ces cassettes. Des empreintes récentes sur la boîte montraient qu'elle avait été ouverte peu de temps avant le meurtre. Avait-il écouté ces enregistrements? Et si oui, qu'avait-il appris qui l'avait poussé à agir? Chaque nouvelle pièce du puzzle semblait révéler une vérité plus complexe, plus dérangeante. Suzanne avait passé sa vie à fuir un homme, un passé, un secret. Mais ce secret, loin de rester enfoui, avait grandi avec Ethan, l'entraînant dans une spirale qui l'avait conduit à l'impensable. Où allait-il maintenant? Et quelle vérité cherchait-il? Au prix du sang de sa propre mère. La petite ville de Coldwater, Michigan, en cette fin d'octobre 1998, semblait suspendue dans une brume d'incertitude. Le meurtre de Suzanne Thompson et la disparition d'Ethan avaient transformé ce coin paisible en un lieu où chaque ombre semblait cacher un secret. Les enquêteurs, désormais obsédés par l'idée de retrouver Ethan, savaient que le temps jouait contre eux. Chaque jour qui passait rendait sa piste plus froide, et les indices découverts dans la maison des Thompson ne faisaient qu'épaissir le mystère. Les cassettes audio trouvées dans le grenier étaient devenues le centre de l'enquête, comme si la voix de Suzanne, figée dans le temps, détenait la clé de ce qui avait poussé son fils à commettre l'impensable. Les cassettes, enregistrées entre 1977 et 1979, étaient un journal intime que Suzanne avait tenu à une époque où sa vie semblait sur le point de basculer. Les enquêteurs, installés dans une salle exiguë du commissariat, avaient écouté chaque bande avec une attention presque religieuse. La voix de Suzanne, jeune et hésitante, racontait une histoire de peur et d'espoir mêlés. Dans un enregistrement daté de l'été 1978, elle parlait de Robert Callahan avec une angoisse palpable. Il est revenu hier soir, tard. Il sentait l'alcool, mais ce n'était pas ça qui m'a fait peur. C'est son regard. Il m'a dit qu'il avait des dettes, qu'il devait de l'argent à des gens dangereux. Il m'a demandé de l'aider, mais je ne sais pas comment. Je veux partir, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Un autre enregistrement, quelques mois plus tard, était encore plus troublant. J'ai trouvé une arme dans son sac. Il dit que c'est pour se protéger, mais je ne le crois pas. Il change. Il devient quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui il est. Ces mots, prononcés par une Suzanne à peine sortie de l'adolescence, peignaient le portrait d'un homme instable, peut-être impliqué dans des activités illégales. Mais ce qui frappait les enquêteurs, c'était l'absence de tout enregistrement mentionnant une grossesse. Suzanne, dans ses cassettes, ne parlait jamais d'un enfant, ni même d'un projet de famille. Était-il possible qu'elle ait découvert qu'elle était enceinte après avoir fui Robert? Et si c'était le cas, pourquoi avait-elle gardé ces cassettes, comme un rappel douloureux d'un passé qu'elle voulait oublier? Les enquêteurs commençaient à croire que Suzanne avait conservé ces enregistrements non pas pour elle, mais pour Ethan, comme une sorte de confession qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui faire de vive voix. Pendant ce temps, Ethan continuait son errance. Il avait atteint Toledo, Ohio, une ville industrielle où les rues grises semblaient absorber la lumière. Il s'était installé dans un motel miteux, payant en liquide pour une chambre où l'odeur de moisi rivalisait avec celle du désinfectant bon marché. Chaque nuit, il sortait son carnet et y ajoutait des lignes, des phrases décousues qui semblaient à la fois un cri de rage et une quête de sens. Une page écrite à la lueur d'une lampe de chevet disait « Elle savait tout, mais elle m'a laissé dans le noir. Il est la réponse. Je dois le trouver. » Ces mots, griffonnés avec une intensité presque fiévreuse, montraient qu'Ethan était guidé par une obsession, une conviction qu'un homme, peut-être son père, détenait la vérité qu'il cherchait. À Toledo, Ethan passait ses journées à arpenter les rues, évitant les regards, se fondant dans la foule des travailleurs et des passants. Il s'arrêtait dans des bibliothèques publiques, consultant de vieux annuaires téléphoniques et des archives de journaux. Il cherchait des traces de Robert Callahan, un nom qui semblait le hanter.
Dans un article jauni trouvé dans une bibliothèque de quartier, il découvrit une mention de Callahan, liée à une enquête sur un réseau de contrebande dans les années 1970. L'article ne donnait pas beaucoup de détails, mais il mentionnait un entrepôt abandonné à Millhaven, une petite ville non loin de Toledo, où Callahan aurait été vu pour la dernière fois. Ce lieu, entouré de rumeurs sur des activités illégales, semblait être une destination logique pour Ethan. Était-ce là qu'il se dirigeait? Et si oui, que pensait-il y trouver? À Coldwater, les enquêteurs avaient fait une autre découverte. En examinant les finances de Suzanne, ils avaient retrouvé des retraits d'argent réguliers, effectués tous les mois depuis 1980, vers un compte bancaire à Toledo. Les montants étaient modestes, mais constants, comme si Suzanne payait quelqu'un pour garder le silence. Les enquêteurs avaient tenté de retracer ce compte, mais il avait été fermé des années plus tôt, sans laisser de traces de son propriétaire. Était-ce un lien avec Robert? Une dette qu'elle continuait de payer pour s'assurer qu'il reste à distance? Cette hypothèse renforçait l'idée que Suzanne vivait dans la peur que son passé ne ressurgisse, une peur qui avait peut-être atteint Ethan. Un autre indice plus personnel avait été trouvé dans la chambre d'Ethan. Sous son lit, caché dans une boîte à chaussures, les enquêteurs avaient découvert une série de lettres écrites de la main de Suzanne, mais jamais envoyées. Elles étaient adressées à Ethan, datées de différentes périodes de sa vie. Son 5e anniversaire, son premier jour d'école, son adolescence. Dans l'une d'elles, écrite quand Ethan avait 12 ans, Suzanne avait écrit « Un jour tu me poseras des questions sur ton père. Je veux te dire la vérité mais je ne sais pas comment. Sache juste que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » Ces lettres montraient que Suzanne avait toujours su que le jour viendrait où Ethan découvrirait son passé. Mais elle n'avait jamais trouvé le courage de lui parler. Avait-elle senti ces derniers mois que son fils s'éloignait, qu'il creusait dans des secrets qu'elle avait tenté d'enterrer? Les cassettes, les lettres, les retraits bancaires. Chaque indice semblait converger vers Robert Callahan. Mais qui était-il vraiment? Un criminel? Un fantôme? Ou un homme qui, comme Suzanne, avait cherché à disparaître? Les enquêteurs avaient contacté les autorités de Toledo, demandant des informations sur l'entrepôt de Millhaven mentionné dans l'article. Ce qu'ils apprirent les troubla. L'entrepôt, abandonné depuis des décennies, était connu des locaux comme un lieu où des sans-abri et des marginaux se réunissaient. Des rumeurs parlaient d'un homme mystérieux, surnommé l'Ombre, qui apparaissait parfois dans les environs, un homme au passé inconnu qui semblait éviter tout contact. Était-ce Robert? Et si Ethan se dirigeait vers cet endroit, que pensait-il y trouver? Dans son motel à Toledo, Ethan, épuisé mais déterminé, traçait un plan. Il avait entouré Millhaven sur une carte déchirée, marquant l'emplacement de l'entrepôt. Dans son carnet, il avait dessiné un visage, sans traits précis, mais avec des yeux perçants, comme ceux de l'homme sur la photo trouvée dans le grenier. Était-ce une image de son père ou une projection de sa propre angoisse? Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'une confrontation. Mais avec qui ou quoi? Il ne le savait pas encore. Ce qu'il savait, c'était que le meurtre de sa mère n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une quête qu'il ne pouvait plus arrêter. Le vent soufflait fort à travers les plaines désolées de l'Ohio, en ce 22 octobre 1998, alors qu'Ethan Thompson approchait de Millhaven, une petite ville à l'abandon, coincée entre des champs de maïs fanés et des usines rouillées. L'entrepôt dont il avait trouvé mention dans un vieil article de journal se dressait à la périphérie, une carcasse de béton et d'acier mangée par la rouille, ses fenêtres brisées comme des yeux aveugles scrutant l'horizon. Pour Ethan, cet endroit n'était pas seulement une destination, c'était une réponse, un point final à une quête qu'il avait consumée depuis qu'il avait écouté les cassettes de sa mère. Dans son carnet, qu'il serrait contre lui comme un bouclier, il avait écrit « C'est ici que tout commence, ou que tout s'arrête ». Mais ce qu'il allait trouver dans cet entrepôt allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. À Coldwater, l'enquête progressait à pas lents, mais chaque découverte semblait ouvrir une nouvelle porte vers l'inconnu. Les cassettes audio de Suzanne avaient révélé un passé marqué par la peur, mais elles n'expliquaient pas pourquoi Ethan avait choisi de tuer sa mère. Les enquêteurs, désormais convaincus qu'ils se dirigeaient vers Millhaven, avaient envoyé une équipe à Toledo pour coordonner les recherches avec les autorités locales. L'entrepôt, connu sous le nom de l'Ombre par les habitants de Millhaven, était un lieu entouré de légendes. Les anciens racontaient qu'il avait servi de plaque tournante pour des activités illégales dans les années 1970, un endroit où des hommes comme Robert Callahan
pouvait disparaître sans laisser de traces. Mais les rumeurs les plus récentes parlèrent d'un homme étrange, un solitaire vivant dans les ruines de l'entrepôt, un homme que personne n'approchait. Les enquêteurs avaient retrouvé un témoin, un sans-abri nommé Joe, qui fréquentait les abords de l'entrepôt. Joe, un homme au visage buriné par des années de vie dans la rue, avait décrit cet homme mystérieux, grand, maigre, avec des cheveux gris et un regard qui semblait traverser les gens. Il parle jamais sauf pour dire des trucs bizarres, comme s'il attendait quelqu'un, avait raconté Joe. Quand on lui avait montré une vieille photo de Robert Callahan, Joe avait haussé les épaules, incapable de confirmer s'il s'agissait du même homme. Mais il avait ajouté un détail troublant. Cet homme portait toujours un médaillon en argent, un bijou qui semblait avoir une signification particulière. Ce détail avait fait tiquer les enquêteurs. Dans une des lettres de Suzanne, elle mentionnait un médaillon qu'elle avait offert à Robert en 1977, gravé avec leurs initiales. Était-il possible que cet homme soit Robert Callahan, vivant comme un fantôme dans les ruines de son passé? Pendant ce temps, Ethan s'approchait de l'entrepôt, son cœur battant à tout rompre. La nuit tombait, et la silhouette massive du bâtiment se découpait contre un ciel violet, strié de nuages. Il avait marché des kilomètres, évitant les routes principales, se nourrissant à peine, poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même. Dans son esprit, tout était clair. Sa mère lui avait menti, lui avait caché la vérité sur son père, sur leur passé. Les cassettes, les lettres, la photo trouvée dans le grenier, tout pointait vers cet endroit, vers cet homme qu'il croyait être Robert Callahan. Mais ce qu'il allait trouver dans l'entrepôt n'était pas ce qu'il imaginait. En entrant, il fut frappé par l'odeur de moisi et de métal rouillé. Les lieux étaient plongés dans une pénombre épaisse, seulement percée par les rayons de lune qui filtraient à travers les fenêtres brisées. Des caisses éventrées et des machines abandonnées jonchèrent le sol, vestiges d'une époque révolue. Ethan avançait prudemment, son carnet dans une main, une lampe de poche tremblante dans l'autre. Il appelait doucement, presque un murmure. « Robert ?» Pas de réponse, seulement l'écho de sa propre voix. Mais alors qu'il s'enfonçait plus loin dans l'entrepôt, il entendit un bruit, un frottement, comme des pas traînant sur le béton. Son pouls s'accéléra. Était-il enfin face à l'homme qu'il cherchait? À Coldwater, les enquêteurs avaient découvert un nouvel indice dans la maison des Thompson. En fouillant à nouveau le grenier, ils avaient trouvé une boîte de documents que personne n'avait remarqué auparavant. À l'intérieur, une série de coupures de presse, datant des années 1970, relatait des incidents liés à un réseau de contrebande opérant entre Détroit et Toledo. L'un des articles mentionnait un homme, Robert Callahan, interrogé comme témoin dans une affaire de disparition d'un autre membre du réseau. L'article suggérait que Callahan avait quitté la ville peu après, évitant de justesse une arrestation. Mais ce qui attira l'attention des enquêteurs était une note manuscrite glissée entre les articles de la main de Suzanne. Il m'a dit que si je parlais, il me tuerait. Je ne peux pas rester ici. Cette note, datée de 1979, confirmait que Suzanne avait fui Détroit non seulement pour échapper à Robert, mais peut-être aussi à quelque chose de plus grand, un réseau criminel dont il faisait partie. Ce réseau, selon les archives, était impliqué dans le trafic de marchandises volées, mais aussi dans des activités plus sombres, comme l'extorsion et la disparition de témoins gênants. Suzanne, en tant que compagne de Robert, avait-elle vu ou entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû? Avait-elle fui pour protéger sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait? Les enquêteurs commençaient à comprendre que le meurtre de Suzanne n'était peut-être pas un acte isolé, mais la conséquence d'un passé qui n'avait jamais cessé de la poursuivre. Et Ethan, en fouillant dans ce passé, avait-il réveillé quelque chose de dangereux? Dans l'entrepôt, Ethan s'arrêta net. Devant lui, dans l'ombre, une silhouette se tenait immobile. Un homme grand et maigre, vêtu d'un manteau usé, le regardait fixement. À la lumière de la lampe de poche, Ethan aperçut un médaillon en argent autour de son cou, scintillant faiblement. « Tu es Robert ?» demanda Ethan, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il inclina la tête comme s'il étudiait Ethan puis murmura « Tu lui ressembles ». Ces mots frappèrent Ethan comme un coup de poignard. Était-ce une confirmation? Était-il face à son père? Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, l'homme fit un pas en arrière, disparaissant dans l'obscurité. Ethan le poursuivit, trébuchant sur des débris, son cœur battant à tout rompre. Il criait, sa voix résonnant dans l'entrepôt. « Attends, dis-moi qui tu es !» Mais l'homme semblait connaître les lieux comme sa poche, glissant entre les ombres avec une agilité surprenante.
Finalement, Ethan s'arrêta, à bout de souffle, dans une pièce encombrée de vieux meubles et de caisses. Sur une table bancale, il trouva quelque chose qui le figea. Une photo, jaunie par le temps, identique à celle qu'il avait trouvée dans le grenier de sa mère. Suzanne, jeune, souriante, à côté d'un homme aux yeux perçants. Mais sur cette photo, quelqu'un avait tracé un X au marqueur noir sur le visage de Suzanne. Ce détail glaça Ethan. Était-ce une menace, un avertissement, ou un message laissé par l'homme qu'il venait de voir? Il rangea la photo dans son carnet, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était cet homme? Pourquoi vivait-il ici, dans cet endroit oublié? Et pourquoi avait-il dit qu'Ethan ressemblait à sa mère? Chaque réponse semblait ouvrir une nouvelle question, et Ethan sentait qu'il s'enfonçait dans un labyrinthe dont il ne voyait pas la sortie. L'entrepôt de Millhaven, Ohio, en cette nuit du 22 octobre 1998, semblait avaler toute lumière, toute chaleur, ne laissant qu'un silence oppressant entrecoupé par le craquement des planches sous les pas d'Ethan. La rencontre fugitive avec l'homme au médaillon avait secoué le jeune homme, mais elle n'avait fait qu'attiser son obsession. Qui était cet homme? Était-il vraiment Robert Callahan, le père qu'il n'avait jamais connu, ou un fantôme d'un passé que sa mère avait tenté d'effacer? La photo marquée d'un X, trouvée sur la table poussiéreuse, pesait lourd dans son carnet, comme un indice qu'il ne comprenait pas encore. Ethan, épuisé, s'assit contre un mur de l'entrepôt, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Il ouvrit son carnet et écrivit, d'une main tremblante, « Il m'a vu. Il sait qui je suis. Mais pourquoi a-t-il fui ?» Chaque mot semblait un pas de plus vers une vérité qu'il redoutait autant qu'il désirait. À Coldwater, l'enquête prenait une tournure de plus en plus complexe. Les enquêteurs, après avoir analysé les cassettes et les documents trouvés chez les Thompson, avaient établi un lien entre Suzanne et un réseau criminel opérant entre Détroit et Toledo dans les années 1970. Ce réseau, bien que démantelé depuis longtemps, avait laissé des traces, des noms, des lieux et des rumeurs de disparition jamais élucidées. Robert Callahan, selon les archives, n'était pas un simple pion dans cette organisation. Il était soupçonné d'avoir été un collecteur, un homme chargé de récupérer des dettes ou de faire taire ceux qui menacèrent de parler. Mais après 1981, il avait disparu, tout comme Suzanne. Les enquêteurs commençaient à se demander si Suzanne n'avait pas été plus qu'une victime dans cette histoire. Avait-elle été complice de quelque chose? Ou avait-elle fui parce qu'elle en savait trop? Un nouvel indice découvert dans les archives de la police de Toledo avait jeté une lumière inquiétante sur l'affaire. Un rapport de 1979 mentionnait une altercation dans un motel près de Millhaven, impliquant une jeune femme correspondant à la description de Suzanne et un homme identifié comme Robert Callahan. Selon le rapport, la dispute avait été signalée par un employé du motel, qui avait entendu des cris et vu la femme partir en courant seule au milieu de la nuit. L'homme, Callahan, n'avait jamais été retrouvé après cet incident, et l'affaire avait été classée sans suite. Mais ce qui troublait les enquêteurs, c'était une note ajoutée au dossier. Un témoin anonyme avait affirmé que la femme, Suzanne, avait été vue avec un sac contenant des documents, peut-être des preuves liées aux activités illégales de Callahan. Était-ce pour cela qu'elle avait fui? Et si Ethan avait découvert ces documents, ou une partie de cette vérité dans la maison de Coldwater? Pendant ce temps, dans l'entrepôt, Ethan explorait les lieux, guidé par une intuition qu'il ne pouvait expliquer. Les débris et les ombres semblaient murmurer, comme si l'entrepôt lui-même gardait les secrets de son passé. Dans une pièce à l'arrière, il trouva une pile de vieux journaux, datant des années 1970, soigneusement empilés comme si quelqu'un les avait conservés avec soin. En feuilletant les pages jaunies, il tomba sur un article qui mentionnait un incident dans cet entrepôt même, une descente de police en 1978 visant un réseau de contrebande. L'article ne donnait pas de nom, mais il parlait d'un homme qui avait échappé à l'arrestation, laissant derrière lui des documents compromettants. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Était-ce Robert? Et si oui, pourquoi cet endroit semblait-il si important pour lui? Alors qu'il fouillait davantage, Ethan trouva une boîte métallique rouillée cachée sous une planche disloquée. À l'intérieur, des objets qui semblaient appartenir à une autre vie. Un briquet gravé des initiales RC, une montre arrêtée à 3h47 et une lettre, scellée, adressée à Suzanne. Ses mains tremblaient, alors qu'il ouvrait l'enveloppe. L'écriture était la même que celle de la lettre trouvée dans la cuisine des Thompson, nerveuse et irrégulière. « Tu penses que tu peux m'échapper, mais tu te trompes. Ce que tu as pris, je le récupérerai.
Et s'il faut attendre des années, je le ferai. La lettre n'était pas signée, mais Ethan n'avait aucun doute. Elle venait de Robert Callahan. Mais ce qui le frappa le plus, c'était une phrase à la fin. « Le garçon est à moi ». Ces mots, écrits avec une intensité presque maniaque, semblaient confirmer que Robert savait pour Ethan qu'il l'avait toujours considéré comme une partie de son histoire. Ethan sentit une vague de nausée l'envahir. Sa mère lui avait menti, oui, mais jusqu'à quel point avait-elle fui pour le protéger de cet homme ou pour cacher quelque chose qu'elle avait fait? Et pourquoi cette lettre, datée de 1985, suggérait-elle que Robert était toujours à leur recherche, des années après que Suzanne avait disparu de Detroit? Ethan referma la boîte, son esprit tourbillonnant. Il ne savait plus s'il cherchait la vérité ou s'il fuyait quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépassait. À Coldwater, les enquêteurs avaient reçu un appel de la police de Toledo. Un témoin, un routier, avait signalé avoir vu un jeune homme correspondant à la description d'Ethan près de Millhaven, marchant seul sur une route déserte menant à l'entrepôt. L'information avait déclenché une opération immédiate. Une équipe fut envoyée sur place avec l'ordre de fouiller l'entrepôt et ses environs. Mais les enquêteurs savaient que le temps pressait. Si Ethan était là-bas, il était peut-être sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait le mettre en danger ou le pousser à commettre un autre acte irréparable. Dans l'entrepôt, Ethan continuait son exploration, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Il trouva une porte métallique à moitié cachée derrière une pile de caisses, verrouillée par un cadenas rouillé. Avec une barre de fer trouvée sur le sol, il força la porte, révélant un escalier descendant dans une cave sombre. L'odeur était suffocante, un mélange de terre humide et de quelque chose de plus inquiétant, comme du métal ou du sang. Ethan hésita, sa lampe de poche vacillante dans sa main. Mais il ne pouvait plus reculer. Il descendit les marches, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. En bas, il trouva une pièce exiguë, éclairée par une ampoule nue suspendue au plafond. Sur une table, des objets qui semblaient appartenir à une autre époque, des cartes d'identité falsifiées, des liasses de billets attachés par des élastiques, et un carnet semblable au sien mais plus ancien. En l'ouvrant, Ethan reconnut l'écriture de la lettre. C'était celle de Robert. Les pages étaient remplies de notes sur des lieux, des noms, des dettes, mais une page en particulier attira son attention. Un dessin d'un médaillon, identique à celui qu'il avait vu autour du cou de l'homme dans l'entrepôt. À côté, une phrase. « Elle a tout pris, mais le garçon est la clé. » Ethan sentit un frisson glacé le parcourir. Était-il la clé dont parlait Robert? Était-ce pour cela que cet homme l'avait regardé avec une telle intensité, comme s'il voyait en lui quelque chose de plus qu'un étranger? Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, il entendit un bruit derrière lui, un craquement, comme une planche qui cède. Il se retourna, son cœur battant à tout rompre. L'homme au médaillon était là, dans l'encadrement de la porte, son visage à moitié éclairé par l'ampoule. « Tu n'aurais pas dû venir ici », murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Ethan voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La vérité qu'il avait cherchée si désespérément était peut-être plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. La cave de l'entrepôt de Millhaven, Ohio, semblait figée dans le temps, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le 22 octobre 1998, sous la lumière crue de l'ampoule vacillante, Ethan Thompson se tenait face à l'homme au médaillon, un homme dont le regard perçant semblait fouiller son âme. Les mots prononcés par l'inconnu, « Tu n'aurais pas dû venir ici », résonnaient dans l'air lourd, chargé d'une menace implicite mais aussi d'une étrange résignation. Ethan, son carnet serré contre lui, sentait son cœur battre à tout rompre. Était-ce Robert Callahan, son père, ou un imposteur, un vestige du passé trouble de sa mère? Chaque seconde passée dans cette pièce semblait rapprocher Ethan d'une vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir affronter. L'homme, grand et émacié, fit un pas en avant, son médaillon scintillant dans la lumière. Ses traits, marqués par des années de vie dure, rappelaient étrangement ceux de la photo trouvée dans le grenier des Thompson. Mais il y avait quelque chose de différent, une froideur dans son regard, comme s'il portait un masque usé par le temps. « Tu es le fils de Suzanne », dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Ethan, paralysé, hocha la tête, incapable de trouver les mots. « Pourquoi es-tu ici » demanda l'homme, son ton oscillant entre curiosité et méfiance. Ethan, serrant son carnet plus fort, trouva enfin sa voix. « Je veux la vérité. Sur elle. Sur vous. Sur ce qu'elle m'a caché toute ma vie. » Les mots sortirent dans un souffle, chargés d'une douleur qu'il avait portée pendant des années.
L'homme inclina la tête, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « La vérité », répéta-t-il, comme si le mot lui-même était une plaisanterie cruelle. « Tu penses que c'est quelque chose que tu peux tenir dans tes mains, comme ce carnet? La vérité, c'est un poison. Elle t'a protégé de ça. » À Coldwater, les enquêteurs étaient sur le point d'atteindre Millhaven. L'appel du routier qui avait vu Ethan avait déclenché une mobilisation rapide. Une équipe de police, accompagnée de 2 détectives de Coldwater, roulait à travers les routes sombres de l'Ohio, leurs gyrophares perçant la nuit. Ils avaient briefé les autorités locales sur l'entrepôt, un lieu connu pour être un refuge pour des marginaux et, parfois, des criminels en fuite. Les enquêteurs savaient que si Ethan était là, il était peut-être en danger, non seulement à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il pourrait découvrir. Le lien entre Suzanne, Robert Callahan et le réseau criminel des années 1970 devenait de plus en plus clair, mais il restait des zones d'ombre. Pourquoi Suzanne avait-elle continué à envoyer de l'argent à un compte à Toledo? Et pourquoi Ethan semblait-il si déterminé à retrouver cet homme, au point de tuer sa propre mère? Dans la cave, l'homme s'assit sur une caisse, ses mouvements lents, presque théâtraux. « Je m'appelle Robert », dit-il enfin, confirmant ce qu'Ethan soupçonnait. « Mais je ne suis pas celui que tu penses. Pas ton père, pas vraiment. » Ces mots frappèrent Ethan comme un coup. Il recula d'un pas, secouant la tête. « Vous mentez. La photo, le médaillon, les lettres, tout pointe vers vous. » Robert laissa échapper un rire sec, sans joie. « Suzanne t'a bien élevé, hein? Toujours à chercher des réponses. Mais elle ne t'a jamais dit toute l'histoire. » Il commença à parler, sa voix rauque s'entremêlant avec les bruits de l'entrepôt, le vent sifflant à travers les fissures, le craquement du béton. Il raconta une histoire que Suzanne n'avait jamais partagée, ni avec Ethan, ni avec personne. En 1977, Suzanne et Robert étaient jeunes, amoureux, mais pris dans un monde dangereux. Robert travaillait pour un réseau de contrebande, un boulot qu'il avait accepté pour survivre, mais qui l'avait englouti. Suzanne, naïve à l'époque, l'avait suivi, croyant qu'ils pourraient s'en sortir ensemble. Mais elle avait découvert quelque chose, des documents, cachés dans un coffre de l'entrepôt, prouvant que le réseau était impliqué dans des disparitions, peut-être même des meurtres. Elle avait volé ces documents, pensant les utiliser pour négocier leur liberté. « Elle m'a trahi », dit Robert, ses yeux fixant un point invisible. Elle a pris les documents et elle est partie. Elle pensait que ça la protégerait, mais ça l'a maudite. Ces gens, ils n'oublient pas. Il expliqua que Suzanne avait fui Détroit, enceinte d'Ethan, mais pas de lui. Le véritable père d'Ethan, selon Robert, était un autre homme du réseau, un homme violent qui avait menacé Suzanne lorsqu'elle avait tenté de partir. Robert avait essayé de la protéger, mais après sa fuite, il avait été forcé de disparaître lui aussi, traqué par ceux qui l'avaient trahi. Ethan écoutait, son esprit en ébullition. Était-ce vrai? Ou Robert mentait-il pour se dédouaner? Les cassettes de Suzanne, ses lettres, tout suggérait qu'elle avait peur de Robert, pas d'un autre homme. Mais alors pourquoi Robert vivait-il ici, dans cet entrepôt, comme un gardien d'un passé oublié? Et pourquoi cette lettre, trouvée dans la boîte métallique, parlait-elle d'Ethan comme d'une clé? Ethan brandit la lettre, sa voix tremblante de colère. « Et ça? Vous avez écrit qu'elle avait pris quelque chose, que je suis à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? » Robert se leva, son regard s'assombrissant. « Tu ne comprends pas, gamin. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. » Il s'approcha d'Ethan, qui recula instinctivement. « Les documents que Suzanne a pris, ils sont toujours là quelque part. Et il y a des gens qui les veulent. Des gens qui savent pour toi. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'étage. Des voix, des pas lourds. La police était arrivée. À Coldwater, les enquêteurs avaient reçu une mise à jour. L'équipe de Toledo avait localisé l'entrepôt et s'apprêtait à entrer. Les détectives, en analysant les documents trouvés chez Suzanne, avaient découvert une piste supplémentaire. Une clé, cachée dans une enveloppe scellée, portant une étiquette avec l'adresse de l'entrepôt de Millhaven. Était-ce la clé d'un coffre, celui où Suzanne avait caché les documents volés? Si c'était le cas, cela expliquait pourquoi Ethan s'était rendu là-bas. Mais cela signifiait aussi qu'il était peut-être en danger, non seulement à cause de Robert, mais à cause de ceux qui cherchaient encore ces documents, des décennies plus tard. Dans la cave, Ethan entendit les voix des officiers s'approcher. Robert, sans un mot, se dirigea vers une issue à l'arrière, une porte à peine visible dans le mur. « Viens avec moi si tu veux la vérité », murmura-t-il avant de disparaître dans l'obscurité. Ethan hésita,
déchiré entre la peur et le besoin de savoir. Il savait que la police le recherchait pour le meurtre de sa mère. Mais il savait aussi que s'il partait maintenant, il pourrait ne jamais découvrir ce que Suzanne avait caché. Il serra son carnet et suivit Robert, plongeant dans un tunnel sombre qui semblait mener hors de l'entrepôt. À l'extérieur, les officiers fouillaient les lieux, leurs lampes torches balayant les ombres. Ils trouvèrent la boîte métallique, la lettre et le carnet de Robert. Mais ni Ethan ni l'homme mystérieux n'étaient là. L'un des officiers, en examinant la lettre, murmura « On dirait qu'on est tombé sur quelque chose de plus gros qu'un simple meurtre. » La vérité, quelle qu'elle soit, semblait s'éloigner à chaque instant, emportée par Ethan et l'homme qu'il croyait être son père. Le tunnel sous l'entrepôt de Millhaven était étroit, humide, et semblait s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Ethan Thompson, suivant l'homme qui se disait être Robert Callahan, avançait à tâtons dans l'obscurité, sa lampe de poche projetant des ombres dansantes sur les murs de béton fissurés. Nous sommes toujours le 22 octobre 1998, et chaque pas qu'Ethan faisait semblait le rapprocher d'une vérité qu'il avait poursuivie au prix du sang de sa mère, Suzanne. Mais cette vérité, qu'il sentait à portée de main, était aussi un précipice, un gouffre où chaque révélation semblait en cacher une autre, plus sombre encore. L'homme devant lui, silhouette maigre et silencieuse, ne se retournait pas, mais Ethan pouvait sentir son regard même dans l'ombre, comme une présence qui pesait sur lui. À l'extérieur, l'entrepôt grouillait d'activité. Les officiers de police, arrivés en force après l'alerte du routier, fouillaient chaque recoin, leur voix résonnant dans les vastes salles vides. Ils avaient trouvé la boîte métallique, la lettre menaçante adressée à Suzanne, et le carnet de Robert, rempli de notes cryptiques et de dessins obsessionnels. Mais Ethan et l'homme au médaillon avaient disparu, comme s'ils s'étaient fondus dans les murs. L'un des détectives, en examinant la lettre, murmura à son partenaire « Ce gamin n'est pas juste un fugitif. Il cherche quelque chose, et ça pourrait être plus gros que nous. » La clé trouvée chez Suzanne étiquetée avec l'adresse de l'entrepôt était maintenant entre les mains des enquêteurs. Ils étaient convaincus qu'elle ouvrait un coffre quelque part dans cet endroit, contenant les documents que Suzanne avait volés des décennies plus tôt. Des documents qui, selon toute vraisemblance, avaient coûté sa vie. Dans le tunnel, Ethan luttait pour garder son calme. L'air était lourd, saturé d'une odeur de terre et de rouille, et le silence entre lui et Robert était presque insupportable. Enfin, l'homme s'arrêta devant une porte métallique, rouillée mais solide, scellée par un cadenas ancien. Il se tourna vers Ethan, son visage à peine visible dans la lumière faible. « C'est ici, » dit-il, sa voix rauque. « Ce que ta mère a pris, c'est derrière cette porte. Mais si tu l'ouvres, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Ethan, son cœur battant à tout rompre, serra son carnet contre lui. « Je ne peux pas revenir en arrière de toute façon, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Pas après ce que j'ai fait. » Robert sortit une clé de sa poche, une clé usée qui semblait correspondre au cadenas. Mais avant de l'utiliser, il fixa Ethan, ses yeux perçants semblant chercher quelque chose dans le regard du jeune homme. « Elle ne t'a jamais dit qui j'étais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Ethan secoua la tête, sa gorge serrée. « Elle disait que mon père était parti, qu'il ne faisait pas partie de nos vies. Mais j'ai trouvé les lettres, les cassettes. Tout parlait de vous. » Robert laissa échapper un soupir, un mélange de résignation et de douleur. « Je ne suis pas ton père, gamin, mais j'étais là quand tout a commencé, et j'ai payé le prix, tout comme elle. » Il raconta alors une histoire que Suzanne n'avait jamais révélée, ni dans ses cassettes, ni dans ses lettres. En 1978, Suzanne et Robert étaient impliqués avec un réseau criminel à Détroit, un réseau qui trafiquait des marchandises volées, mais aussi des informations sensibles, des documents compromettants sur des figures influentes de la ville. Suzanne, jeune et idéaliste, avait cru qu'elle pouvait aider Robert à s'en sortir. Mais lorsqu'elle avait découvert la vérité sur les activités du réseau, elle avait agi seule. Elle avait volé une série de documents, des registres détaillant des transactions illégales, des noms, des dates. Ces documents étaient une bombe à retardement, capable de faire tomber des gens puissants. Suzanne les avait cachés pensant qu'ils seraient à sa protection, mais ils étaient devenus sa malédiction. « Elle est partie avec toi dans le ventre », dit Robert, sa voix teintée d'une amertume ancienne. Elle pensait que disparaître suffirait. Mais ces gens, ils ont la mémoire longue. Ils m'ont trouvé, ils m'ont brisé, et ils ont continué à chercher. Il expliqua qu'il avait été forcé de vivre dans l'ombre, changeant d'identité,
se cachant dans des endroits comme cet entrepôt. Mais il n'avait jamais cessé de surveiller Suzanne de loin, espérant récupérer les documents pour négocier sa propre liberté. « Elle ne m'a jamais dit où ils étaient, » ajouta-t-il. « Et maintenant, c'est toi qu'ils veulent. » Ethan, abasourdi, sentit le sol se dérober sous lui. « Moi? Pourquoi moi ?» Robert pointa le carnet dans les mains d'Ethan. « Parce que tu sais des choses. Tu as écouté ses cassettes, lu ses lettres, et tu es ici. Ils pensent que tu sais où sont les documents. » Ethan recula d'un pas, son esprit tourbillonnant. Était-ce pour cela qu'il avait tué sa mère? Parce qu'il croyait qu'elle lui cachait quelque chose? Une vérité qui le liait à ce réseau? Ou était-ce autre chose? Une rage plus profonde, née des années de silence et de mensonges. À Coldwater, les enquêteurs avaient fait une découverte cruciale. En analysant les documents trouvés chez Suzanne, ils avaient identifié un nom récurrent dans les archives du réseau criminel. Victor Malone, un homme d'affaires influent de Détroit, soupçonné d'avoir financé les activités illégales dans les années 1970. Malone, aujourd'hui âgé et retiré des affaires, vivait toujours à Toledo, à quelques kilomètres de Mill Haven. Était-il possible qu'il soit encore à la recherche des documents volés par Suzanne? Et si Ethan, en se rendant à l'entrepôt, était tombé dans un piège tendu par ceux qui voulaient récupérer ce qu'elle avait pris? Dans le tunnel, Robert ouvrit le cadenas, et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Derrière, une petite pièce contenait un coffre métallique couvert de poussière. Ethan reconnut immédiatement la serrure. Elle correspondait à la clé trouvée chez sa mère. Robert le regarda, un éclat étrange dans les yeux. « C'est ce que tu veux, non? La vérité ?» Ethan hocha la tête, bien qu'une partie de lui criait de faire demi-tour. Il inséra la clé et le coffre s'ouvrit, révélant une pile de dossiers jaunis, des enveloppes scellées, et un carnet similaire à celui de Robert mais marqué des initiales SM, Susan Miller. Ethan feuilleta les documents, son souffle court. Des noms, des chiffres, des contrats. Tout pointait vers un réseau de corruption, impliquant des figures puissantes de Détroit. Mais un document, en particulier, attira son attention. Une lettre, écrite de la main de Suzanne datée de 1979. Elle disait « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que je n'ai jamais voulu faire de mal. J'ai pris ces documents pour protéger mon fils. Victor Malone sait tout. Il ne s'arrêtera jamais. » Ethan sentit un frisson glacé le parcourir. Malone. Était-ce l'homme qui avait traqué sa mère toute sa vie? Et était-il derrière l'homme qui se tenait devant lui? Avant qu'il ne puisse poser la question, un bruit retentit dans le tunnel. Des pas lourds, des voix. La police approchait. Robert attrapa Ethan par le bras. « Ils ne doivent pas trouver ça. » siffla-t-il. Pas encore. Mais Ethan, déchiré entre la peur et la colère, se dégagea. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'elle était en danger, et vous n'avez rien fait. » Robert ne répondit pas, mais son silence était une réponse en soi. Il tourna les talons et disparut dans l'obscurité, laissant Ethan seul avec le coffre et les documents. Les voix des officiers se rapprochaient. Ethan, paniqué, fourra les documents dans son sac, refermant le coffre à la hâte. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. La vérité qu'il avait cherchée était là, dans ses mains, mais elle était plus lourde, plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Et maintenant, il était un fugitif. Non seulement pour le meurtre de sa mère, mais pour ce qu'il portait avec lui, une vérité qui pouvait faire tomber des hommes puissants ou le détruire. Le tunnel sous l'entrepôt de Mill Haven s'était refermé sur Ethan Thompson comme une tombe, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le 22 octobre 1998, alors que les voix des officiers de police résonnaient dans les couloirs sombres, Ethan serra son sac contre lui, les documents volés par sa mère pesant comme un fardeau qu'il n'avait pas choisi. Les révélations de cette nuit, l'homme au médaillon, les dossiers cachés, la vérité sur le passé de Suzanne, avaient brisé l'image qu'il avait de sa mère, de lui-même et du monde qu'il croyait connaître. Suzanne Thompson n'était pas seulement une mère aimante, fuyant un passé violent. Elle était une femme qui avait porté un secret si dangereux qu'il avait fini par la consumer, et son fils avec elle. Ethan, désormais un fugitif, emportait avec lui une vérité qui pouvait faire trembler des hommes puissants. Mais à quel prix? Était-il un justicier, un pion, ou simplement un jeune homme perdu, poussé à l'extrême par les ombres d'un passé qu'il n'avait jamais compris? À Coldwater, Michigan, la nouvelle de la découverte dans l'entrepôt de Mill Haven se répandait comme une traînée de poudre. Les enquêteurs, bien que bredouilles dans leur tentative de capturer Ethan, avaient récupéré assez d'indices pour comprendre que cette affaire dépassait le cadre d'un simple drame familial.
Les documents mentionnés dans les cassettes de Suzanne, les lettres et les notes de Robert Callahan pointaient tous vers Victor Malone, un homme d'affaires autrefois influent, dont le nom apparaissait dans des registres de corruption vieux de plusieurs décennies. Malone, aujourd'hui un vieillard discret vivant à Toledo, était devenu une cible pour les enquêteurs. Mais il savait que le temps jouait contre eux. Ethan, où qu'il soit, détenait peut-être les dernières pièces du puzzle, et sa disparition suggérait qu'il n'était pas prêt à se rendre. L'histoire de Suzanne et Ethan Thompson n'était pas seulement celle d'un meurtre, mais une plongée dans les abîmes de l'esprit humain, où la peur, les secrets et les trahisons peuvent transformer les liens les plus sacrés en chaînes mortelles. Suzanne avait passé sa vie à fuir, non pas seulement pour elle, mais pour protéger son fils d'un monde qu'elle avait vu de trop près. Ethan, en cherchant la vérité, avait cru pouvoir briser ses chaînes. Mais il s'était retrouvé pris dans un filet plus vaste, tissé par des hommes comme Malone, des hommes qui n'oubliaient jamais une dette. Cette affaire, bien que peu connue à l'époque, laissait une question lancinante. Combien de secrets semblables dorment dans les maisons ordinaires, derrière les façades banales de nos voisins, de nos proches, et qu'arrive-t-il quand ces secrets, enfouis sous des années de silence, remontent à la surface? Vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout, vous faites partie d'un groupe rare, de ceux qui osent regarder dans l'abîme, là où la lumière de la vérité éclaire des vérités inconfortables. Ce récit n'est pas seulement celui d'un crime, mais une exploration des failles de l'âme humaine, des choix impossibles et de la fragilité des liens qui nous unissent. Vous avez plongé dans un tunnel sombre, et vous en êtes ressorti changé, avec une nouvelle perspective sur ce qui peut pousser un fils à lever la main sur sa propre mère, sur ce qui peut transformer une vie ordinaire en une tragédie. Félicitations pour votre courage, pour avoir choisi de chercher la vérité là où d'autres préfèrent détourner le regard. Maintenant, je vous invite à vous connecter encore plus profondément à cette histoire. Dans les commentaires, partagez cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous montrez que vous faites partie de ceux qui n'ont pas peur de questionner et de creuser, de comprendre ce que personne n'ose raconter. Vos mots, votre engagement, font de vous un membre d'une communauté unique, une communauté de chercheurs de vérité qui refusent de se contenter des réponses faciles. En commentant, vous aidez à faire grandir cette communauté, à donner une voix à ceux qui, comme Suzanne, ont été réduits au silence par des forces plus grandes qu'eux. Mais votre rôle ne s'arrête pas là. Cette histoire, aussi troublante soit-elle, doit être partagée. En partageant cette vidéo, vous permettez à d'autres de découvrir ce qui se cache dans les ombres, ce qui murmure dans les coins sombres de nos vies. Comme une lanterne allumée dans une nuit sans fin, votre action peut éclairer des vérités que le monde préfère garder enfouies. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent rejoindre notre quête pour que les secrets de Coldwater, de Suzanne, d'Ethan ne restent pas dans l'oubli. Et si cette histoire vous a captivé, si elle a éveillé en vous une curiosité pour l'étrange, le sinistre, l'inexplicable, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne. Devenez un gardien des mystères, un explorateur des vérités cachées, un membre d'une communauté qui ose regarder là où les autres ferment les yeux. Chaque nouvelle vidéo est une porte ouverte sur un autre tunnel sombre, une autre histoire qui vous fera frissonner, réfléchir, et peut-être même douter de ce que vous croyez savoir. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, et ensemble, continuons à déchiffrer l'énigmatique, à donner une voix à ceux que l'histoire a oubliés. L'histoire d'Ethan et Suzanne Thompson ne se termine pas vraiment ici. Quelque part, peut-être, Ethan court encore, les documents dans son sac, poursuivi par des ombres qu'il ne comprend pas entièrement. Ou peut-être a-t-il trouvé ce qu'il cherchait, une vérité qui l'a libéré ou l'a brisé. Mais une chose est certaine, cette affaire, comme un écho dans la nuit, continue de résonner, nous rappelant que les secrets, même les mieux gardés, finissent toujours par trouver la lumière. Restez avec nous et continuons à explorer ces ombres, ensemble.